Vous regardez i24 News, c'est midi ensemble. Aujourd'hui, gros plan sur les implantations juives. Certains disent Judée-Samarie, d'autres Cisjordanie ou encore territoire palestinien. Bref, c'est la région qui devrait abriter le futur État palestinien. Des Juifs vivent là-bas. Ils sont près de 300 000, vous vous en doutez. Ils ne sont pas du tout d'accord avec ce que souhaite la communauté internationale. Ils considèrent que la Judée-Samarie est un territoire juif et ils sont loin de vouloir le céder. Cette émission est interactive. Vos questions, vos commentaires nous intéressent. Marianne Bougrain est devant son ordinateur. Notre compte Twitter est disponible pour vous. Nous attendons vos questions, vos commentaires. Avec moi sur ce plateau, Stéphane Amar, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste de la région. Brigitte Sidbon, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, chercheur au CNRS. Et puis vous, Daniel Ziri, vous avez enquêté sur le dossier. Sans plus attendre, le programme est chargé. On est parti. Alors Stéphane Amar, actuellement le processus de paix est au point mort. Il y a quelques mois, tout le monde parlait de la reconnaissance d'un État palestinien et maintenant on dirait que c'est tombé aux oubliettes. Alors est-ce que cela profite aux habitants juifs des territoires ? Mais il y a une tradition en fait dans cette partie de la population, c'est de jouer la montre, c'est-à-dire d'avancer le plus possible ses pions, de créer des faits accomplis sur le terrain. Et effectivement, cette période de latence permet aux implantations de se développer. Elles se développent à un rythme assez soutenu en ce moment. Brigitte, bon, est-ce que vous comprenez l'obstination de certains juifs orthodoxes à vouloir rester à tout prix sur cette terre ? Alors, le terme d'obstination, il faut l'expliquer un petit peu, lui donner plus de contenu. Il y a obstination, si on dit qu'il y a une obstination, on présupposerait une irrationalité, une illégitimité. Or, pour les juifs, orthodoxes ou pas orthodoxes d'ailleurs, ils ne sont pas tous orthodoxes, qui vivent là-bas, il y a une réalité religieuse, historique, qui fonde dans ces territoires le berceau du peuple juif, les tombeaux des patriarches y sont. Voilà, il y a des figures essentielles du judaïsme qui sont dans cette région-là. Mais il faut dire aussi, s'il y a obstination, elle est aussi de l'autre côté, car on sait combien le Hamas, par exemple, qui est la branche proche des frères musulmans au départ, revendique une Palestine totalement réislamisée. Vous êtes donc il y a... Non, mais c'est tout à fait, mais c'est le cas aussi de l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas a toujours dit qu'il voulait une Palestine Judenrein, c'est-à-dire sans Alors aucun justement, quel est l'équilibre démographique, Daniel Ziri ? Combien de juifs vivent là-bas ? Alors, on va parler quelques chiffres, Valérie, si vous le voulez bien. Alors, il y a environ 120 implantations juives en Cisjordanie, dont ce territoire qu'on appelle la Cisjordanie. Selon les dernières statistiques qu'on a reçues du Bureau central des statistiques en Israël, qui s'occupe de toutes les statistiques pour l'État, on parle de 385 000 juifs israéliens qui vivraient dans ces 120 implantations de Cisjordanie. Alors, si on fait un peu de calcul, vous voyez que la population d'Israël compte 8 296 200 habitants au total, donc ça c'est le chiffre de fin décembre 2014. Parmi cette population, environ 6 186 100 sont des juifs, donc à peu près 75% de la totalité de la population d'Israël. Et parmi ces juifs, environ 6%, soit 385 000 personnes, vivent dans les implantations de Cisjordanie. Donc en fait, si on regarde la totalité de l'ensemble de la population israélienne, les juifs qui habitent en Cisjordanie représentent environ 4,6% de la totalité de la population et à peu près le même chiffre habite aussi dans les quartiers de Jérusalem-Est. Stéphane Amar, vous êtes d'accord sur ces chiffres ? Oui, c'est des chiffres officiels qui ne sont pas discutés. Ce qui est amusant, c'est qu'en Israël, c'est souvent le mouvement Shalom Arshav, qui est opposant à la colonisation, qui fournit les chiffres les plus fiables sur le nombre de juifs installés dans ces territoires. Alors, que pensent les Israéliens des juifs qui s'installent dans les territoires ? Nous sommes descendus dans la rue et nous les avons interrogés. Regardez. Le fait que des gens veulent vivre là-bas, c'est bien, mais à long terme, une solution doit être trouvée parce qu'il est évident que cela crée des problèmes en termes de sécurité. Cette situation génère de l'animosité de part et d'autre. Est-ce qu'ils ont le droit de vivre là-bas ? Peut-être. Mais d'un point de vue général, est-ce que ça va amener la paix ? Je ne pense pas. En tant qu'Israélien qui aime son pays et cette terre d'Israël, c'est important de le défendre et ça a du sens pour un Israélien de vouloir vivre là-bas. J'y ai vécu pendant 1 an, j'ai fait mon service militaire proche d'une colonie et j'ai beaucoup aimé vivre là-bas. Je serais très heureux d'y retourner. C'est l'un des éléments qui est au cœur du conflit dans lequel se trouve Israël, et c'est un obstacle à la paix, je pense. Les Juifs qui sont là-bas ont cette pensée que cette zone, en Israël, est la terre promise.
Alors j'ai eu une réponse par exemple hier d'une famille qui s'est installée dans ces régions par souci d'économie, tout simplement. Pour certains, c'est un parti pris économique, parce qu'ils arrivent avec des grandes familles, ils arrivent à se loger de façon plus économique. Maintenant, pour d'autres, que j'ai rencontrés aussi, c'est un parti pris politique, un engagement religieux et politique aussi. Alors Stéphane Amar, on l'a vu dans le micro-trottoir, il y a deux types d'Israéliens qui vivent là-bas, ceux qui vont par idéologie, puis ceux qui vont pour des raisons financières, parce que finalement tout est beaucoup moins cher, la scolarité est même gratuite. Oui, absolument. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que les plus grandes implantations ne sont pas des implantations sionistes religieuses, c'est-à-dire idéologiquement formées pour justement peupler la terre d'Israël, selon la vision dont on parlait en début d'émission, mais au contraire, soit des implantations économiques comme Malé Adoumim, Ariel, ou bien carrément des implantations ultra-orthodoxes, et là aussi pour des motifs non pas religieux mais économiques, les ultra-orthodoxes s'installent dans les très grandes implantations, comme par exemple Bétar au sud de Jérusalem ou Emmanuel plus haut vers Ariel. Justement, Daniel Ziri, comment en est-on arrivé là? Depuis quand les Juifs s'installent justement en Cisjordanie? Alors Valérie, ça remonte à la guerre des 6 jours en 1967. Israël a conquis alors des territoires de ses voisins arabes, dont le Sinaï, Gaza et la Cisjordanie. Donc à l'époque, il y avait un gouvernement travailliste en Israël qui s'est approprié donc certains de ces territoires pour créer des zones tampons, en fait pour assurer la sécurité de l'État d'Israël, et donc des Juifs se sont installés dans ces zones-là, dans ces implantations. Certaines de ces implantations, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ont été établies sur des emplacements d'anciennes communautés juives, donc comme Hebron et le bloc du Gush Etzion. Et puis un peu plus tard, dans les années 70, la droite israélienne, le Likoud, vient au pouvoir pour la première fois et développe un peu la chose avec les nationalistes religieux, puisqu'ils étaient en alliance dans le gouvernement, prennent contrôle de toute la Cisjordanie au nom de l'unité d'Eretz Israël, donc ce qu'on appelle Eretz Israël, le grand Israël, l'Israël dans ses frontières bibliques en fait, et c'est de là que vient l'idéologie de beaucoup de ces gens qui s'installent là-bas, qui croient Stéphane Amar, depuis quand emploie-t-on le terme Cisjordanie? Un peu d'histoire. Alors Cisjordanie, ça veut dire à côté du Jourdain. C'est un terme un petit peu flou. En fait, il faut le rapprocher du terme de Transjordanie. En fait, avant, la Jordanie s'appelait la Transjordanie. Puis, à l'issue de la guerre d'indépendance d'Israël, du premier conflit judéo-arabe, en 48-49, la Jordanie a annexé cette partie, donc qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie ou la Judée-Samarie. Elle l'a appelée Cisjordanie, donc à ce moment-là, de 48 à 67. Et puis, à ce moment-là, eh bien, on a commencé, en tout cas les Juifs ont commencé à reparler de Judée-Samarie. On voit très bien que les termes sont très importants, puisque si on parle de Cisjordanie, effectivement, on parle a priori d'un territoire occupé. Si on parle de Judée-Samarie, on parle d'un retour légitime sur la terre ancestrale. Oui. Alors, nous nous sommes rendus justement dans un petit village situé entre Jérusalem et Hébron, à Bataïn. C'est un village particulier. D'abord, il est cosmopolite et les habitants ont fait teshuva, c'est-à-dire un retour aux règles strictes du judaïsme. Ils connaissent donc parfaitement les codes modernes. Nous nous y sommes rendus un jour de tempête. Allez, je vous amène en visite guidée. Regardez. Vous êtes à Bataïn, une implantation dans un territoire majoritairement peuplé par des Arabes, situé entre Jérusalem et Hébron. Au cœur de la Judée-Samarie, pour y accéder, nous devons passer par une barrière de sécurité. Il y a 25 ans, 7 familles sont venues s'installer sur ces terres acquises par l'agence juive au début du siècle. Ces hommes et ces femmes étaient animés par un idéal commun, celui d'une vie où le lien profond entre la terre d'Israël, le savoir et la spiritualité juive ne font qu'un tout harmonieux. Depuis, d'autres familles se sont jointes à eux. Il y a maintenant plus de 300 familles qui vivent ici. L'idéologie, certes, d'autres habitants ont rejoint l'implantation pour des raisons financières. Elie, décorateur et sculpteur, ne changerait de vie pour rien au monde. Bataïn était réputé d'ailleurs aujourd'hui aussi pour les artistes, les gens qui recherchent un peu à vivre proche de la terre, un endroit organique, bio-organique, une mentalité un peu différente. Contrairement à ce qui se passe dans les autres villages de Judée-Samarie, pour des raisons de sécurité, les habitants ne font appel à aucune main-d'œuvre arabe. Autre spécificité, les habitants ne travaillent pas à Jérusalem ou dans une autre grande agglomération des environs. L'activité professionnelle se déroule dans le village même, dans le domaine agricole, dans l'informatique, la construction ou encore l'enseignement. Un voyage au cœur de la spiritualité et de la sérénité, mais ne vous y trompez pas.
Les hommes de Bataïn sont tous des anciens militaires. Ils connaissent le sens de leur mission. Ils vivent armés et défendent leur famille et leur terre ancestrale. J'ai une arme, oui. À Bataïn, tout semble calme et serein, mais l'armée guette. Vous êtes en Cisjordanie. Stéphane Amar, vous connaissez ce village? Oui, il est connu d'ailleurs souvent pour des faits de violence. Il y a des conflits qui éclatent régulièrement entre les habitants de Bataïn et les Palestiniens des alentours. Et ce qu'on voit bien dans le reportage, qui est intéressant, c'est que c'est même au-delà d'une implantation idéologique, c'est-à-dire au sens sioniste religieux du terme, il y a véritablement un mode de vie qu'on pourrait presque rapprocher de ce qui s'est passé dans le Larzac en France dans les années 70-80, c'est-à-dire vivre et travailler au pays et vivre le plus possible au contact de la terre et des éléments naturels. En tous les cas, c'est un petit peu la mentalité des kibboutz, c'est une expansion naturelle là-bas. Les enfants construisent à côté des parents, un petit peu l'idéologie du début de l'État d'Israël, non? Absolument. Et c'est ce que revendiquent souvent d'ailleurs les colons, les gens des implantations, c'est de vivre vraiment l'idéal des premiers sionistes, puisque leur mode de vie se rapproche peut-être plus de celui de Ben Gourion à l'époque où il bâtissait des implantations en Galilée que de l'israélien de Tel Aviv. Brigitte Sidbon, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une sorte d'aveuglement mystique qui rendra finalement difficile la reddition de ces territoires? Alors encore une fois, la question de le mot aveuglement présuppose une irrationalité, quelque chose qui est fondé sur rien, sur aucun mobile. Or là, s'il y a une mystique, c'est une mystique de la terre, comme Monsieur Amar le disait. Il y a effectivement un attachement à la terre promise, selon la promesse faite de Dieu à Abraham, à Isaac et Jacob, et la terre est omniprésente dans le judaïsme. Il y a cette force de la terre, et j'irais presque jusqu'à dire que la loi juive, elle est à mettre en relation avec la loi et le déterminisme des cycles naturels. Dans toutes les fêtes juives, il y a une place très importante sur la question de la terre. Cela étant dit, il y a aussi, s'il y a obstination, encore une fois, ou une mystique, il y a une mystique nationaliste en face, qui est d'ailleurs partagée par les Israéliens et par les Palestiniens, qui veut que, où les Palestiniens revendiquent toute la Palestine. Je parle encore du Hamas, souvent partagé, d'ailleurs c'est très ambigu, avec certaines branches du Fatah. Alors justement, Daniel Ziri, on parle beaucoup de ce petit bout de terre, mais finalement, quelle est la taille de la Cisjordanie? Voilà, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'un petit bout de terre, mais en fait, au niveau de la taille, c'est un territoire d'à peu près 5640 km². Donc ça peut paraître petit, mais c'est en fait assez important si on regarde les proportions, puisque la surface de tout l'État d'Israël, Valérie, c'est dans sa totalité 20 700 km². Donc si on regarde les chiffres, donc la Cisjordanie représente presque un quart du territoire de la surface de l'État d'Israël, toute la superficie de l'État d'Israël. Et si on compare pour nos téléspectateurs français à la France, il s'agit environ de la même superficie que le 96e département français, le Cantal. Alors, je vous propose à présent de faire la connaissance de Daniel Nedjar. Il habite à Bataïn depuis 17 ans. Il vit là-bas avec sa femme Rachel et tous ses enfants. Après avoir fait la guerre du Liban, il s'installe à Tel Aviv, Jérusalem, puis dans les territoires. Il nous a ouvert sa porte et son cœur. Regardez. Daniel, bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous recevoir dans votre maison. Alors, vous êtes né au Maroc. Vous êtes ensuite parti en France. Et de France, vous êtes venu ici en Israël. Et aujourd'hui, vous nous recevez à Bataïn, dans ce Yishuv. Je voudrais que vous me racontiez comment vous êtes arrivé à vivre ici. Bon, j'habitais à Tel Aviv, j'ai fait l'armée. Et après l'armée, j'habitais à Tel Aviv. D'ailleurs, vous étiez Golani, dans l'armée, vous avez vécu les grandes guerres. La première guerre du Liban, oui. Oui. J'étais du début de la première guerre et 2 ans, j'étais pendant mon service militaire au Liban. Et après, j'habitais dans un quartier à Jérusalem, Nachlaot. Là-bas, j'ai connu un rabbin, un kabbaliste, un des plus grands rabbins de la dernière génération qu'il y avait à Jérusalem. Et en le connaissant, ça m'a fait changer un peu les idées, ça me fait réfléchir un peu sur mes points de vue et après avoir fait la guerre et tout ça, ça m'a fait faire réfléchir, quoi. Vous êtes devenu religieux à cette période-là? Non, j'ai commencé à réfléchir. Et après, j'étais habité à Tel Aviv et en voyant tout ce qui se passe là-bas C'est-à-dire la vie moderne? La vie moderne.
tout ce que les jeunes aiment faire quoi, dans les discothèques. Et après un moment de cette vie, j'ai réfléchi que ce n'était pas ce que je voulais continuer à faire. Et je suis revenu à Jérusalem dans cette yeshiva, après 2 ans avoir habité à Tel Aviv, et je suis resté là-bas 10 ans dans cette yeshiva. Je ne suis pas sorti de la yeshiva pendant 10 ans de cette yeshiva. C'était une yeshiva qu'on étudiait la Kabbalah. Et après ces 10 ans que j'habitais à Jérusalem dans cette yeshiva et que j'étudiais cette étude, je suis venu ici. J'avais besoin de... Les prix sont très chers à Jérusalem. J'ai cherché quelque chose pour pouvoir construire une maison. Ici, on a reçu un terrain. C'était pas vraiment idéologique qu'on est venu ici. Si vous êtes venu parce que simplement c'est moins cher d'habiter ici dans les territoires disputés que d'habiter par exemple à Jérusalem. Voilà, exactement. Donc ensuite, vous avez construit votre maison, de vos mains d'ailleurs. Oui, j'ai construit cette maison et de mes mains, la partie de mes mains, je travaille avec des ouvriers, mais beaucoup j'ai construit de mes mains. Voilà, ça fait 17 ans que j'habite ici. Alors racontez-moi, comment ça se passe de vivre ici? Parce que vous avez quand même des Arabes qui sont très proches. À vrai dire, on ne voit pas les Arabes ici. On habite ici, mais on n'est pas en contact avec les Arabes. Les Arabes dans cette échouve ne rentrent pas dans cette échouve. Parce que les 3 jeunes qui se sont fait kidnapper, ils n'étaient pas bien loin de chez vous? Dans tous les endroits en Israël, il y a des dangers. Qui s'est passé, il y a eu aussi beaucoup d'attentats à Jérusalem, à Tel Aviv. Tout le temps, il y a eu partout des dangers en Israël. Il n'y a pas ici, dans cette yeshuv, on ne sent pas l'influence des villages arabes ici. On ne les voit pas, on n'est pas en contact avec eux. Peut-être à Jérusalem, il y a plus de contact. On les voit plus peut-être plus que de contact, oui. Et comment vous vivez alors ici au quotidien? Parce que je crois que dans ce yishuv-là, par rapport aux autres, vous travaillez ici, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens normalement qui partent travailler à Jérusalem ou ailleurs. Vous travaillez ici? Oui, et il y a beaucoup de gens qui travaillent ici. Je garde dans une yeshiva, où les 3 enfants qui ont été kidnappés, là, je travaille là-bas dans cette yeshiva. Vous les avez connus, ces enfants? Je les ai connus, pas vraiment en contact près, mais je les voyais, quoi. Et quand, par exemple, vous avez entendu cette nouvelle, ça ne vous a pas donné envie de changer de vie, vous aussi, de ne pas mettre vos enfants, justement, devant ce genre de danger qui peut arriver facilement? Non. Les dangers, peut-être à cause de ce que j'ai vécu, la guerre et tout ça, je ne sais pas vraiment avoir peur de dangers comme ça, parce que je pense qu'on peut, comme je vous ai dit déjà, que dans chaque endroit peut arriver des choses comme ça. C'est pas spécialement ici que c'est plus dangereux qu'un autre endroit. Alors donc vous avez construit cette maison de vos mains, et puis vous étudiez aussi beaucoup la Torah, on vient de l'apprendre. Vous avez beaucoup peint. Vous êtes un artiste, vous faites de la peinture? J'ai fait de la peinture, oui. Quand j'habitais à Jérusalem, que j'étudiais dans cette yeshiva, c'était la façon que je gagnais mon argent, je dessinais. Oui. Et puis maintenant, vous écrivez des livres. J'écris des livres, des tefilines, des mezuzot. Je viens de finir un Sefer Torah, là, il n'y a pas longtemps. Et oui, c'est ce que je fais dans la journée. Dans la nuit, j'étudie. Et la journée, j'écris. Alors, c'est quoi la vie dans ce yishuv? Comment ça se passe? Les familles se connaissent? Les gens se rencontrent? Comment ça marche ici? Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'y a pas de shopping center chez vous. Hein. Ce n'est pas l'activité préférée ici. Non, il n'y a pas loin, il y a le centre. C'est pas comme à Jérusalem, mais ce n'est pas ce que cherchent les gens qui habitent ici, quoi. Ils cherchent plutôt la vie un peu plus spirituelle, un peu plus la nature. Est-ce que quand on est en recherche d'absolu, on a une vie comme celle-là? Oui, ça c'est une façon de pouvoir arriver, en vivant dans un endroit comme ça, à se détacher de tout ce monde, du monde matériel et de vivre une vie spirituelle. Pour arriver à ça, on peut arriver à ça n'importe où. Quand j'habitais à Jérusalem, j'étais beaucoup plus dans le côté de, comme vous dites là, absolu. Vous pensez qu'il y aura la paix? Vous qui vivez très proche comme ça des communautés arabes, vous y croyez en cette paix? Je crois qu'il y aura, qu'ils vont rendre les territoires, ils vont donner les territoires. Ça, je crois que c'est une chose qui va se passer. Donc vous allez devoir quitter votre maison? Non, dans cet endroit-là, on est, par rapport à ce qui parle de rendre, cet endroit exactement, il n'est pas dans les endroits qu'ils doivent rendre.
Daniel, vous êtes heureux ici? Oui, je suis heureux ici, mais je vous dis que mon rêve, c'est d'aller dans le nord, d'habiter vers Sfat pour pouvoir plus étudier. De plus étudier encore. Ouais, ça, oui. Merci beaucoup. Alors, Brigitte, on vient de le voir, lui, il rêve que d'une seule chose, c'est d'aller dans le Nord pour étudier davantage. Mais enfin, on a quand même l'impression qu'il vit dans un vase clos, dans l'ignorance la plus totale de ce qui se passe. Au contraire, il est dans une connaissance qui fait que cette connaissance l'isole. C'est une connaissance intellectuelle, religieuse, et il y a aussi cet aspect de la foi qui peut provoquer un isolement, qui n'est pas, à mon sens, un déni de réalité. Vous n'avez pas trouvé dans cet entretien, Stéphane Amar, que finalement il s'est créé un monde idéal ? Il y a effectivement une forme d'idéalisation, voire de déni de la réalité, quand on dit qu'il n'y a pas de problème et que même il n'y a pas d'arabe, puisque finalement il y a eu un phénomène depuis le début des implantations où les gens des implantations avaient du mal à voir leurs voisins. Mais la plupart du mouvement, on va dire, des implantations, de leurs représentants sont très au fait de la réalité. Le personnage emblématique de ce mouvement, c'est Naftali Bennett, qui est un politicien très en vue, qui remporte des succès, qui a de plus en plus de députés, et qui, lui, a, au contraire du monsieur qu'on a vu dans le reportage, un point de vue extrêmement pragmatique, et qui ne dit pas du tout que les territoires vont être restitués, mais au contraire que l'implantation va se poursuivre et qu'on s'achemine plus vers une annexion de ces territoires à l'État d'Israël. Alors Daniel Ziri, on l'a vu dans l'entretien, il n'y a absolument pas d'Arabes qui vivent dans ce village-là, mais ce n'est pas le cas partout, surtout à Jérusalem-Est. Ce n'est pas le cas partout. Alors il y a, on a vu récemment, une petite minorité d'Arabes qui déménagent dans les implantations juives, bien sûr, ou les quartiers juifs de Jérusalem-Est. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec une idéologie quelconque, vous pouvez bien l'imaginer, mais avec des motivations purement économiques et de questions de niveau de vie. Il faut savoir que les loyers dans les quartiers arabes peuvent parfois être jusqu'à 25% plus cher que dans les implantations juives. En plus de cela, au niveau des infrastructures, même si, par exemple, les Arabes de Jérusalem-Est payent la même taxe municipale que tous les citoyens de Jérusalem, tous les habitants de Jérusalem doivent payer, les services sont moins entretenus dans leur quartier, c'est-à-dire la transportation, que ce soit les déchets qui ne sont pas nettoyés aussi rapidement, aussi souvent, l'entretien des rues. Donc, il y a une question de niveau de vie qui est moins bonne que dans les quartiers juifs, et donc c'est pour ça que ça, justement, le fait qu'ils vivent ensemble, ça ne crée pas trop de tensions? Bien évidemment que ça crée des tensions. On l'a vu, le monsieur dans le reportage n'a pas l'air d'en souffrir trop, mais on l'a vu cet été, on l'a vu cet automne. Il y a tout le temps des clashs entre les deux communautés dans ces implantations, dans ces quartiers. Il faut dire que pendant des années, le gouvernement israélien a encouragé les Juifs à s'installer, par exemple, à Jérusalem-Est pour contrebalancer un peu la démographie de la capitale. Mais ça crée bien sûr des frictions. Vous imaginez bien que quand vous avez une famille avec un fils à l'armée et une famille arabe-palestinienne qui habite à quelques rues, ça peut créer des tensions. Stéphane Amar, vous habitez à Jérusalem, vous les sentez ces tensions? Moi, je pense au contraire que plus les gens vivent ensemble, moins il y a de tension. Et par exemple, un village arabe au plein cœur de Jérusalem, qui s'appelle Betzafafa, dans le sud de Jérusalem, et il est complètement interconnecté avec le reste de la ville. Des fois, on le traverse si on veut éviter des embouteillages. Et j'ai jamais entendu d'incident opposant les gens de Betzafafa aux gens de Jérusalem. Quand au contraire, on crée des murs, des barrières, de mon point de vue, comme c'est par exemple le cas en ce moment à Hébron. Là, effectivement, ça crée des tensions. À Hébron, avant qu'il y ait effectivement cette politique de séparation, il y avait beaucoup plus de coexistence, beaucoup plus de coopération entre les habitants. Finalement, en fait, tout revient à l'interpersonnel, les relations interpersonnelles entre les gens. Absolument, mieux vivre ensemble. Allez, on vient de le voir, les raisons d'habiter dans les territoires sont donc variées, mais il y en a qui vont beaucoup plus loin par idéologie. Il y a un mouvement qui est né après le retrait de Gaza en 2005, mené par des jeunes Israéliens qu'on a appelés les jeunes des collines. Ils sont déçus par Israël qui, pour eux, n'est pas assez ferme. Ils vont se radicaliser. Ils vivent dans des préfabriqués au milieu des collines de Judée-Samarie. Est-ce que ces gens, Stéphane Amar, sont une menace pour la paix? Non, absolument pas. C'est des groupes extrêmement minoritaires qui, encore une fois, sont empreints moins par un idéal nationaliste que par une espèce de mouvement New Age, néo-hippie, de retour à la terre. Il y a des caractéristiques anarchistes même dans leur mouvement. On en parle parce que c'est assez spectaculaire. Pourtant, j'ai l'occasion de réaliser. Quand même, hein. Ils peuvent être violents, ça va rarement jusqu'au meurtre, c'est arrivé extrêmement rarement. Ils peuvent déraciner des oliviers, mettre le feu ci et là. Il y a des affrontements très courants avec les habitants
palestiniens alentour. Mais encore une fois, ça reste très circonscrit et on pourrait dire quasiment anecdotique. Alors, je vous propose maintenant de retrouver Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Bonjour Valérie. Alors, vous êtes devant votre ordinateur et les questions fusent sur Internet. Oui, alors complètement. Donc c'est vrai qu'il y a des avis complètement partagés. Il y a certaines personnes, certains internautes qui pensent que justement c'est très courageux d'habiter là-bas. Et c'est notamment le cas de Sandrine qui habite à Toulon et qui nous dit que malgré les tensions qui règnent quotidiennement, les Juifs doivent continuer à se battre pour ce qu'ils estiment être leur terre et surtout pour l'avenir de leurs enfants. Donc s'ils quittent ces terres, ils les retrouveront sûrement jamais. Comme je vous l'ai dit, il y a une autre grande majorité qui pense totalement le contraire. Et c'est le cas de Lise qui habite à Marseille et qui nous dit qui pense que laisser ces terres aux Palestiniens pourrait peut-être éventuellement régler un des aspects du conflit et peut-être donner une chance aux accords de paix. Alors, Stéphane Amar, votre avis ? Alors moi je pense qu'en fait la question des territoires est très intéressante parce qu'elle pose la question de la légitimité d'Israël et du peuple juif sur cette terre. Est-ce que le peuple juif a le droit de vivre sur cette terre de manière souveraine et en sécurité? Alors s'il a le droit de vivre à Tel Aviv, qui est une ville nouvelle créée en 1909, donc très récemment, où il n'y a jamais eu de juifs dans le passé, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit de vivre à Hébron? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit de vivre à Naplouse? Qui sont au contraire des villes qui forment le berceau proprement dit du peuple juif. C'est Naplouse, Jérusalem, Hébron, c'est la colonne vertébrale du peuple juif, c'est là qu'il s'est formé, c'est là qu'il a construit toute son histoire. Si vous parliez à Herzl par exemple, qui est mort en 1904 de Tel Aviv, il ne savait bien sûr pas de quoi vous parlez. En revanche, pour lui, Israël, le retour à Israël, c'était à Jérusalem, c'était à Hébron, c'était dans le cœur finalement de ça. Maintenant, évidemment, il y a une population qui est là, il faut trouver un arrangement institutionnel avec cette population pour que chacun puisse avoir des droits, que chacun puisse se déplacer librement, sans barrage, sans route de contournement, etc. Mais ça, ce sont des choses qui, une fois que l'acceptation sur la légitimité de chacun est acquise par les deux parties, ce sont des détails techniques, si je puis dire, qui peuvent se régler. Mais c'est sûrement pas, comme disait cette téléspectatrice, en quittant ces territoires, c'est-à-dire en sapant la légitimité, puisque si on n'est pas légitime à Hébron, aux yeux des Palestiniens, on l'est encore moins à Tel Aviv, encore moins à Haïfa. Alors les Israéliens pensent-ils que le gouvernement doit inciter ses habitants à partir pour favoriser le processus de paix? Mathieu Tobman s'est baladé dans les rues de Tel Aviv avec une caméra d'i24 News. Regardez ce que pensent les Israéliens. Non, je ne suis pas d'accord. Tout le monde devrait avoir le droit de rester là-bas, de profiter, que ce soit les Israéliens ou les Arabes. Je pense que cela dépend du gouvernement, quelle décision il doit prendre. Si le gouvernement leur permet de vivre là-bas, pour moi, ils ont les mêmes droits que les autres. On peut essayer de créer un cadre politique public pour encadrer ces situations et renvoyer certains colons dans des territoires qui ne font pas l'objet de disputes. Ces territoires n'appartiennent pas à Israël. C'est contre la loi d'y aller et de s'installer là-bas. Si les Juifs prennent la décision d'y aller, ok, on les laisse, mais c'est dangereux quand on sait que les Palestiniens ne sont pas loin et qu'ils vivent aussi dans ces territoires, et ça peut paraître très injuste pour certains. En tout cas, dans tous les développements récents pour les pourparlers de paix, Brigitte Sidbon, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a explicitement exigé que ces territoires soient vidés de toute présence juive. Est-ce qu'au XXIe siècle, on peut imaginer un scénario pareil ? C'est pas une question de siècle, c'est une question de langage. C'est purement raciste, c'est purement antisémite de tenir de tels propos. Ça rappelle de mauvais souvenirs qui ont malheureusement marqué toute l'histoire du peuple juif, peuple au fond ontologiquement voué à l'exil et systématiquement virés, si je puis dire, expulsés des terres où ils étaient depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, en passant par le XVIe siècle ou le XVe siècle. Ça a toujours été... C'est un peuple qui a fini par être un peuple de l'exil. Maintenant, il est vrai qu'en tenant de tels propos, il semblerait que M. Abbas fasse un peu allégeance aussi au Hamas, qui tient les mêmes propos et qui demande à ce que l'espace, le territoire soit débarrassé. Vous pensez rapidement, Stéphane Amar, que ces résidents des territoires sont complètement déconnectés du peuple israélien? Non, pas du tout. C'est des gens qui travaillent en Israël au contact de tous les autres. Ils mènent une vie, on l'a montré dans le reportage, parfaitement normale la plupart du temps. Donc ce sont des Israéliens à part entière. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut trouver une solution politique et que pour l'instant, personne n'a trouvé la clé qui permette à la fois de concilier les droits dont parlait Brigitte à l'instant et
et les droits des Palestiniens et la paix, enfin vers une solution durable de coexistence. Merci à vous tous. On aurait pu parler de ce sujet des heures. Malheureusement, c'est la fin de ce grand dossier. Merci à vous tous d'avoir été là. Aujourd'hui, Midi Ensemble, ça continue. Surtout, restez avec nous.